I now welcome Christophe Bonnemort, the Director General of the cooperative Caval. Its seat is in the south of France, in Limoux. I suppose that nobody around here knows where Limoux is. I didn't either, but it's just a few kilometers south of Carcassonne, and Carcassonne is known to probably everybody around here because it's a perfectly preserved medieval city. So Caval is a cooperative also, has wine producers and farmers, and its members are around 700. So again, we are looking at a relatively large structure. Mr. Bonnemort, it's a pleasure to have you here with us to speak to us. Tell us all about your cooperative and what you do. Thank you. Messieurs, dames, bonjour. Donc, je vais faire ma présentation en français pour essayer d'être le plus synthétique et le plus précis possible. Donc, je vais, comme mon collègue Lorenzo, vous présenter une industrie de bioraffinerie dans le secteur du vin. Mais la taille et le contexte et le pays aussi sont différents. Vous allez retrouver des choses qui sont semblables, mais peut-être je vais essayer d'être complémentaire. Donc la coopérative Caval a été créée en 1921. D'ailleurs, c'est bientôt son centenaire et tous ceux qui voudront être invités lors de ce centenaire seront les bienvenus. Mon président m'a dit que je pouvais inviter le plus de monde possible. Donc cette coopérative a été créée, comme beaucoup d'autres, pour assurer la production, la transformation et la conservation de la vente des produits agricoles. Donc dans un secteur du vin, mais aussi on produit vous allez le voir, des céréales et aussi de l'huile d'olive et beaucoup de produits issus de notre distillerie. En fait, les 5 branches d'activité sont les suivantes. Donc il y a une activité d'approvisionnement. Donc on rend des services aux agriculteurs en leur vendant des engrais, des produits, des piquets. Donc ce sont tout à la fois on verra tout à l'heure, mais tout à la fois des viticulteurs, des éleveurs, mais aussi des céréaliers. Donc c'est aussi, donc je l'ai dit, une activité de collecte de céréales, une activité de distribution grand public sur un territoire vraiment rural, puisque en fait notre bassin de population est inférieur à 50 000 habitants, et une huilerie donc à partir d'huile d'olive et la distillerie. En fait, cette coopérative, elle compte 600 adhérents, essentiellement des viticulteurs. Mais il y en a aussi des éleveurs, 150 éleveurs, une cinquantaine de céréaliers, sans compter les producteurs d'huile d'olive qui sont plutôt des doubles actifs. On a 17 administrateurs, donc qui par structuration même de la coopérative agricole sont des agriculteurs. 45 salariés et un chiffre d'affaires, somme toute modeste, mais qui nous en fait un acteur quand même important de cette petite région agricole, de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, l'histoire commence effectivement en 1921 par le rachat par un groupe de viticulteurs d'une distillerie privée, parce que effectivement ils souhaitaient déjà valoriser. Ils avaient pris conscience que dans les déchets qu'ils laissaient à la distillerie privée, il y avait de la valeur qui ne leur était pas rémunérée. Donc, suite à ce rachat de la distillerie, finalement, le monde agricole leur a demandé d'amener de plus en plus de services, donc une collecte de céréales, des magasins d'approvisionnement pour les agriculteurs. Puis ces mêmes magasins se sont ouverts au grand public sur des activités de jardinerie. En 2008, une diversification faisant suite à des arrachages de vignes, donc avec le secteur de la vigne qui était un petit peu moins porteur qu'il ne pouvait l'être auparavant et qui l'est maintenant. Et donc, progressivement, cette coopérative qui n'était pas, comme beaucoup de coopératives qui n'avaient pas de salariés, a embauché des salariés pour arriver jusqu'à aujourd'hui à 45 personnes. On verra que là, c'est aussi la force du mouvement coopératif de pouvoir mutualiser, en particulier mutualiser des moyens humains. Je rappelle ici, parce que peut-être ce n'est pas connu par tout le monde, les principes en fait de la coopération, en tout cas tels que nous on les porte sur une coopérative agricole dans le sud de la France.
et au sein d'ailleurs du mouvement COP de France. Je salue mes collègues d'ailleurs qui ont fait l'amabilité de suivre ces travaux. Donc le principe, c'est un homme, une voix. Chaque associé coopérateur vote parce qu'il a une part dans peu importe d'ailleurs le nombre de parts qu'il a, s'il en a une, il vote. Donc il détient des parts sociales, c'est sa coopérative, il la détient financièrement. L'Assemblée générale, elle est souveraine, donc il y a différentes règles de quorum, mais c'est elle qui décide, et en particulier, elle élit un conseil d'administration qui n'est élu que pour 1 an. Donc là aussi, on est sur un principe d'énergie renouvelable. Et les avantages de ce système, mes collègues, je ne vais pas m'y étendre, mais mes collègues l'ont beaucoup dit, c'est que pour l'associé coopérateur, il y a une mise en commun de moyens, stockage, logistique, pour la distillerie, c'est notamment aller chercher les valeurs sur la gestion collective des résidus qui deviennent ensuite des coproduits et des produits à valeur. Et aussi, ça a été dit plusieurs fois, mutualisation sur du conseil technique pour avoir des techniciens et des ingénieurs de qualité sur l'ensemble des métiers de l'agriculture et des métiers dérivés. Les avantages pour la coopérative, ils ressemblent finalement à ceux du coopérateur. C'est qu'on peut travailler en union de commercialisation au niveau de l'achat, mais aussi au niveau des ventes. En particulier, on vend tous ensemble dans les distilleries, qu'elles soient d'ailleurs coopératives et privées, l'alcool, la plupart de l'alcool et la plupart de l'huile de pépins de raisin qui sont issus de nos distilleries. Et c'est aussi des mutualisations de moyens, là aussi, puisque nos ingénieurs, nos techniciens par métier travaillent ensemble. Alors, je vais tout d'abord présenter assez rapidement, parce qu'elle a été bien décrite par Lorenzo, mais je vais, par mon collègue Lorenzo, présenter la filière à distillation avec quelques différences en France par rapport à l'Italie. Bon, les marcs de raisin et les lits sont des résidus, vous l'avez compris, issus du pressurage des raisins. Donc, dans le cas des marcs de raisin, ou ce qui reste lorsqu'on a fini le vin en matière de vinification, là on parle de lits de vin. En France, cela correspond entre 800 000 et 1 million de tonnes. Modestement, nous, on collecte 10 000 tonnes de marcs, ce qui fait 10 fois moins à peu près que Caviro. Donc ces marcs, c'est 1 million de tonnes et entre 1,2 et 1,8 million d'hectolitres de vin. Pour vous donner une idée, les marcs qui dosent à 4 degrés d'alcool et les lits, elles sont plutôt à 7 ou 8 degrés d'alcool. Donc vous voyez un petit peu la quantité quand même d'alcool que l'on récolte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, déjà, l'essence même de la distillerie, pourquoi il y a eu des distilleries, c'était aussi pour maîtriser la qualité du vin, c'est-à-dire pour éviter les surpressurages, et donc qui sont un gage de qualité du vin. Bon, ce qu'il faut aussi, pourquoi on les amène en distillerie, ces marcs et ces lits, parce que ce sont des résidus comme ça, nocifs pour l'environnement, puisque s'ils sont rejetés dans le milieu naturel, il va y avoir émanation de composés organiques volatiles, il va y avoir des rejets de demande chimique en oxygène, il va y avoir des infiltrations du jus d'égouttage, donc en fait une pollution organique dans l'environnement. Et du coup, toutes nos distilleries, bien sûr, pour être agréées, pour éliminer, sont classées chez nous tout au titre d'installation classée pour la protection de l'environnement. Alors, je ne sais pas si c'est, je pense que vous êtes tous experts en matière de bioéconomie, mais il nous semblait plus préciser ce qu'était une bioraffinerie, qui, nous, en France, qui est définie comme telle par l'Agence de développement de l'énergie en France, l'ADEME. C'est un ensemble industriel localisé sur un même site, mettant en œuvre des procédés destinés à fractionner les composants de la biomasse, donc on est bien sur une industrie de cracking, en ces différents éléments constitutifs, afin d'obtenir des produits intermédiaires alimentaires et non alimentaires. Donc nous, on ne l'oppose jamais. C'est vrai que, historiquement, nos coopératives ont, et notamment en France, mais aussi, je pense, partout en Europe, ont été des coopératives pour la production de l'alimentation des industries agroalimentaires. De plus en plus, ça a été dit, elles se diversifient sur l'énergie, elles se diversifient sur le non-alimentaire, et nous, chez nous, on ne l'oppose pas. Voilà. Bon, le reste, je vous laisse lire, mais c'est moins. Ce qui est important, c'est que la bioraffinerie, c'est un modèle en fait de bioéconomie circulaire en lui-même. C'est-à-dire que rien, comme l'a dit mon collègue, rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se transforme, tout doit être utilisé pour pouvoir s'appeler comme tel. Alors,
ce schéma est un peu complexe. Je vais essayer de vous le décrire. Donc sur la partie, oui, si c'est la gauche, c'est la mienne, c'est la vôtre aussi. Sur la partie gauche, il y a toute la valorisation du vin et des lits en vert foncé. En fait, on a toutes les procédés de distillation, de concentration. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est le chemin rouge qui produit de l'alcool. Le chemin bleu qui va produire donc les vinasses. Donc si on lit de gauche à droite, on produit de l'alcool, des vinasses vitivinicoles qui en elles-mêmes, même liquides, peuvent être des engrais épandus dans les champs des viticulteurs et des agriculteurs. On produit du biogaz par des procédés de méthanisation. On produit du tartrate de chaux. On produit aussi des colorants. On produit des pépins qui vont servir à faire de l'huile. On produit des pulpes qui vont servir à faire soit des engrais organiques, soit des aliments pour animaux. Et on produit du compost qui va aussi revenir vers l'agriculture. Alors, si on présente ça autrement, donc en fait, on a quatre grands types de débouchés. En haut à gauche, vous allez avoir des débouchés agricoles. Donc les marcs de raisin en eux-mêmes sont normés, donc ils peuvent revenir au sol lorsqu'ils sont distillés. On peut en faire des engrais liquides, eux aussi normés, un FU 42000 On peut en faire du compost, on peut faire des amendements organiques. Voilà la palette de fertilisants qui sont issus de distilleries vinicoles. Donc il va y avoir en haut à droite des débouchés alimentaires, donc tout ce qui est eau de vie, acide tartrique, pépins, colorants, pulpes. Donc ça a été très bien décrit précédemment. En bas à droite, vous avez tous les débouchés énergétiques. Donc, vous verrez ce qu'on est capable de faire dans notre bioraffinerie à nous, dans notre distillerie. Mais on fait de la méthanisation de vinasse. On fait de la méthanisation de vinasse. On fait de l'alcool à 92 degrés, du bioéthanol, donc. Tout ce qui est pulpe, pépins, tourteaux peuvent être envoyés dans des process de combustion à travers des chaudières. Même qu'on peut avoir des process de gazéification qui associent combustion et pyrolyse. Et on fait aussi un bioéthanol à 95% de marque qui peut être utilisé dans des flottes captives. Alors, ce système-là, il peut être aussi représenté sous la forme suivante. Alors, vous avez toute la partie qui est de la bioéconomie à droite, qui est de la bioéconomie classique, où on va avoir des produits qui sont destinés à l'industrie agroalimentaire ou à l'industrie tout court, donc l'industrie chimique, cimenterie, panification, etc. Et toute la partie gauche, en fait, qui montre les retours que l'on peut avoir vers l'agriculture. Donc les engrais organiques vers la viticulture, les engrais et les amendements organiques aussi vers l'agriculture, c'est-à-dire vers nos céréaliers. Passage par des pulpes, par des usines d'engrais qui permettent là aussi d'élaborer des amendements un petit peu plus complexes qui vont revenir sous forme granulée ou sous forme mélangée aux agriculteurs et aux viticulteurs. Et on peut même partir vers les éleveurs à travers des usines d'aliments du bétail, puisqu'on va, avec les pulpes, je vous l'ai dit tout à l'heure, faire des aliments de bétail. Alors, en 2014, en France, donc jusqu'en 2014, en France, en fait, tous les résidus vitivinicoles passaient à 99% dans les distilleries. Donc l'État a ouvert en fait vers d'autres voies, vers du compostage, vers de la méthanisation et vers de l'épandage. Et donc il a fallu montrer que la filière, il a fallu mesurer en fait le niveau de vertu et le niveau de durabilité de notre filière. Donc on l'a fait à travers une analyse de cycle de vie qui a été menée sous l'égide de France Agrimaire et de l'Institut du vin. Alors mon propos ici n'est pas de comparer les différents types d'élimination ou de valorisation de ces produits, mais plutôt de vous montrer comment, par exemple, sur l'environnement, quels sont les critères qui ont été mesurés. Donc vous avez à gauche, donc le haut du tableau, en fait, c'est les effets, on va dire, de consommation, enfin, des effets négatifs.
Et en bas, sur le bas, donc c'est les effets générés, pardon, et sur le bas du bas des tableaux, c'est les effets évités. Et donc la barre noire montre le solde entre les effets générés et les effets évités. Vous voyez que sur la santé humaine, donc lorsqu'on regarde l'analyse de cycle de vie, qui part de l'exploitation jusqu'au produit final. Donc vous voyez qu'en matière de santé humaine, avec l'indicateur DALI bien connu, on est positif. Sur un indicateur aussi de qualité de l'écosystème, qu'en fait qui est une fraction potentielle de surface de terre consommée, on est aussi très largement positif. Sur les effets des effets de gaz à effet de serre, donc sur les quantités de CO2 équivalents évitées, on est aussi positif, ainsi que sur bien sûr la production d'énergie. J'en parlais tout à l'heure. L'alcool que l'on produit, il est en fait considéré comme un alcool de deuxième génération et avec des niveaux minimums d'incorporation dans les Et on a aussi décidé de faire un alcool qui était que de l'alcool de marc, donc c'est le D95, et dont les caractéristiques effectivement sont que ils sont issus que de marc de raisin brut alcoolisé, avec un éthanol non déshydraté, sans solvant chimique, et donc c'est un éthanol particulièrement vertueux au niveau environnemental. Alors que les pétroliers se rassurent, on est incapable au niveau de la filière filière des distilleries françaises de pouvoir fournir ce type de carburant pour toutes les flottes, mais pour des flottes captives, notamment pour des bus qui font des trajets assez courts en périphérie de ville, c'est tout à fait adapté. Là je passe, là c'était les comparaisons effectivement de notre ED95 qui est la petite barre à gauche, par rapport à d'autres types, donc du GNV, du biodiesel, au niveau des CO2 produits, et vous voyez qu'effectivement c'est un carburant particulièrement vertueux. Je vais passer là-dessus parce que en fait ça reprend des notions que mes collègues ont développées jusqu'à présent, c'est-à-dire que le fait de distiller dans une coopérative des déchets, donc qui redeviennent des coproduits et donc qui deviennent ensuite des éléments des produits qui ont de la valeur pour les industries agroalimentaires, les industries tout court, et puis pour aussi pour nos agriculteurs, c'est bien sûr du développement durable, c'est bien sûr du respect de l'environnement, c'est bien sûr de la qualité de production, c'est bien sûr de la traçabilité, c'est bien sûr effectivement la mise en avant du modèle de gouvernance partagé que sont les coopératives, c'est bien sûr aussi la création d'emplois et donc de façon générale des filières qui sont vertueuses et soutenables au niveau environnemental. Ce qui me paraît peut-être plus intéressante, c'est de concrètement montrer ce que nous on fait à Limoux sur notre coopérative. Donc en fait, vous voyez donc en haut en rose la quantité de marc en tonnes donc de marc collectées, la quantité de lits collectés auprès des caves, qu'elles soient d'ailleurs caves coopératives ou caves particulières. Tous les produits tout ce qui est produit, donc on produit des tanins, des polyphénols, des pépins, du marc, des pulpes, l'alcool, des tartrates de chaux, des effluents sur notre distillerie. Ce qui revient aux adhérents aujourd'hui, ce sont essentiellement le compost. Donc on a créé notre propre marque. Donc on est parti de quelques centaines, on arrive aux milliers de tonnes aujourd'hui. Le potentiel étant à 2500 tonnes et des engrais organiques. Donc là aussi, on remet de la durabilité puisqu'on s'aperçoit qu'il y a 25% de nos viticulteurs, de nos adhérents, qui ne mettent pas de matière organique dans les sols. Donc les tanins et les pépins partent sur l'industrie pharmaceutique. On fait de l'alcool pour la carburation, de l'alcool de bouche, de l'acide tartrique, du biogaz, puisqu'on a, avec une cave coopérative voisine, une unité de méthanisation depuis 2006, donc qui produit du méthane, donc qui sert déjà à chauffer les bassins d'épuration, mais que l'on est en train de récupérer aussi au niveau d'une unité de cogénération. Et les projets qui sont en blanc, en bas du slide, c'est un projet de gazéification du marc pour produire notre propre biogaz, d'une plateforme de compostage pour encore plus réduire, parce qu'aujourd'hui on l'a fait à quelques kilomètres, pour encore réduire l'empreinte environnementale, et je le disais, la valorisation de tout le biogaz de notre unité de méthanisation. Alors,
J'ai essayé, sur les quelques slides suivants, il en reste que 3 ou 4, d'essayer de répondre aux questions qui étaient posées et qui sont l'objectif de ce workshop. Comment une coopérative comme la nôtre peut faire face au changement climatique? Qu'est-ce qu'on constate? Chez nos adhérents, des récoltes de raisins de plus en plus précoces, avec des températures de plus en plus élevées. On récolte 1 mois plus tôt qu'on ne récoltait il y a 20 ou 30 ans. On a des récoltes de plus en plus irrégulières, donc avec plus que du réchauffement climatique et des modifications très importantes en matière de régulation, de dérégulation climatique, donc de la grêle, du gel, de la sécheresse. Les conséquences, c'est que constamment, nos viticulteurs, mais aussi nos caves et nous-mêmes devons modifier nos techniques. Donc, tout le monde a besoin d'augmenter ses besoins techniques. On recherche des nouveaux cépages, tolérants aux maladies, tolérants à la sécheresse. On recherche des nouveaux itinéraires techniques parce qu'il y a une pression environnementale qui fait aussi qu'on doit mieux protéger, mieux nourrir nos plantes, et on doit aussi forcément les tailler différemment parce que finalement il faut essayer de compenser l'effet du climat par la modification de la production. Nos actions environnementales, c'est qu'on substitue des engrais chimiques par des amendements organiques. On essaye de regrouper les viticulteurs. On anime un groupement d'intérêt économique et environnemental, 35 viticulteurs qui tous les mois se retrouvent et se disent qu'est-ce que tu as essayé d'innover, est-ce que ça marche pas, est-ce que je peux venir voir chez toi? Et on met en œuvre donc un modèle de bioéconomie circulaire autour de la distillerie. Bon, on a été primé pour cela, mais ce qui est important, c'est que on cherche une solution locale à tout problème qui se pose et avec un principe de sobriété énergétique. En matière de besoins en recherche et développement, on est dans beaucoup de groupes techniques avec les autres distilleries. C'est ce qui permet, en fait, ce que permet aujourd'hui le mouvement coopératif. On a des groupes de travail au niveau de la bioéconomie, de l'énergie avec Coop de France. On a pas mal de financements en France pour tout ce qui est études d'opportunités, donc par l'Agence de maîtrise de l'énergie, mais pas aussi par les régions. On participe à des conférences comme celle-ci. J'ai énormément appris moi aujourd'hui. Et il a fallu, sur une petite coopérative comme nous, il a quand même fallu se doter de gens pointus. Donc on a un agronome pour nous tout seuls, qui est découplé de la production, qui cherche, voilà, et qui cherche avec les autres, mais c'est de la force dédiée. On a embauché un ingénieur process et on va très vite, lorsqu'on aura fait nos investissements en matière de gazification, de plateformes de compostage, embaucher au moins d'ici 2020 2 techniciens de production. En conclusion, comment valoriser durablement la biomasse? Le principe que l'on partage avec beaucoup de gens dans la coopération française, et même je veux dire beaucoup de gens certainement ici, c'est qu'il faut sur cette biomasse un minimum de 50% de retour au sol. Après on fait ce qu'on veut, mais ce qu'il faut d'abord nourrir, c'est le sol. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on a des besoins d'énergie, donc en chaleur, en électricité, en fuel, et on vise, comme beaucoup ici, l'autonomie avec des procédés très divers, mais qui sont applicables sur notre usine de gazification, de méthanisation, de panneaux photovoltaïques. Je l'ai pas dit, on a des panneaux photovoltaïques sur nos toitures et des économies à tous les instants, puisque c'est en fait un moteur de progression et de progression collective. Voilà. On cherche aussi parce que tout ça a un coût et si on n'arrive pas à trouver une valorisation commerciale de toutes les fractions de cracking, ben le modèle, il a beau être, il peut être vertueux au niveau environnemental, mais s'il n'est pas bon économiquement, il sera pas bon tout court, quoi. Donc effectivement, on va de plus en plus loin. Il y a 100 ans, la distillerie c'était des industries de cracking mécanique, puis c'est devenu des industries de cracking thermique, c'est aujourd'hui des industries de cracking chimique et demain ça sera des industries de cracking moléculaire. Ça ne nous demandera pas de faire des polyphénols, on nous demandera de faire par exemple un polyphénol en particulier. Pour terminer, je dis qu'à notre échelle, et comme je pense à la plupart des échelles aujourd'hui des coopératives en France, en tout cas celles que je connais, celles pour lesquelles je témoigne aujourd'hui, on essaye à tous les instants de penser globalement, mais aussi d'agir localement. Je vous remercie.